Bien, mes chers amis, monsieur le député, cher Éric, messieurs les adjoints, monsieur le premier adjoint, et puis vous tous et tous les partenaires, c'est une erreur de menuiserie, comme disait un avocat dans une plaidoirie, qui disait à l'avocat général, monsieur l'avocat général, si vous êtes au-dessus de moi dans cet endroit, c'est une erreur de menuiserie. Voilà. Bien, là, il y a une erreur de menuiserie parce que justement, le projet qu'on présente, c'est un projet où il n'y a pas les uns d'un côté, les autres de l'autre. C'est un projet qui rassemble toutes les personnes qui sont ici dans la salle d'une façon ou d'une autre. Je vais être bref dans l'introduction. Asseyez-vous tous, asseyez-vous tous, asseyez-vous tous. Ah oui, moi je ne m'assois pas, donc ça c'est bien. D'accord. Donc alors asseyez-vous. Voilà. Je passerai les paroles après. Donc pourquoi est-ce que la ville d'Antibes est candidate à... Non, c'est bon. Non, c'était une boutade. Excusez-moi, monsieur. Donc pourquoi on est candidat? On est candidat parce qu'on a déjà un projet qui, petit à petit, s'élabore dans un sens très particulier. Et au fond, cette candidature est une opportunité et un catalyseur pour mettre en forme quelque chose qu'on a déjà initié. D'abord, il y a eu, et il y a encore dans le pays, et nous l'avons fait, une politique du chiffre. Combien y a-t-il eu de spectateurs payants au Festival du Jazz? Est-ce que le musée Picasso a plus de visiteurs cette année que l'année précédente? Est-ce qu'on arrive à exploser encore le chiffre des abonnés en TA malgré la Covid? C'est une politique qui n'est pas une politique négligeable parce que le chiffre montre l'engouement de la population pour les éléments qui se sont développés à l'intérieur de la ville. Et je remercie en particulier Simone Torres de l'action qu'elle mène de manière tout à fait transversale. Mais si ce projet s'appelle un nouveau regard, c'est effectivement parce que nous souhaitons aller plus loin ou plutôt aller ailleurs. Un nouveau regard, c'est pas de dire est-ce que le festival du jazz va faire plus que l'année précédente. C'est de dire est-ce que la culture jazz imprègne l'ensemble de la ville. C'est pas de dire est-ce que le théâtre faudra-t-il casser les murs et faire encore plus grand, ou faut-il, dans le monde comme c'est le cas aujourd'hui, dans le monde éducatif, ou bien dans la scène qui est les places publiques, faire en sorte que le théâtre, à la Shakespeare ou à la Molière, devienne un spectacle à la fois de très grande qualité, mais en même temps extrêmement populaire. Ça veut dire que les acteurs qui sont derrière moi, les acteurs au sens agir, vont plus travailler ensemble, et ils l'ont fait. Et que, en même temps, nous aimerions que l'ensemble de la population s'approprie complètement la ville culturelle, parce que la vie culturelle, c'est la vie sociale, c'est la vie familiale, c'est un facteur d'apaisement, de cohésion, et je dirais même d'espérance et de confiance. Si vous regardez quels sont les dénominateurs à l'infinitif des verbes que l'on utilise, d'abord, bien sûr, c'est préserver, oui, préserver notre patrimoine, protéger ce patrimoine exceptionnel. Si la ville n'avait pas des tours sarrasines, si elle n'avait pas le musée Picasso, si elle n'avait pas des remparts, si elle n'avait pas une histoire, si elle n'avait pas l'élément de la chapelle de la Garoupe qui domine l'ensemble de la baie, elle serait différente. Et je dirais presque que c'est une figure imposée que nous devons préserver. Mais après, il arrive d'autres verbes. Innover. Innover, c'est faire en sorte qu'on prenne des risques, qu'il y ait une forme d'audace. Il n'y a pas de culture sans qu'à un moment donné, il y ait de l'audace et une rupture. Il n'y a pas... L'art est toujours à la fois du mimétisme du passé et de la fracture envers le passé pour essayer de trouver du nouveau, aller vers le nouveau. Hein, Arthur Rimbaud. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et puis le troisième élément, c'est partager. Et peut-être que, enfin moi, ce qui me chagrine le plus,
c'est que malgré le succès du théâtre, pour prendre des exemples que tout le monde peut connaître, il y a encore des gens qui passent devant en disant « c'est quoi ? Ce bâtiment, c'est quoi ?» Malgré le fait que le musée Picasso, avec l'aide de Jean-Louis, on en a fait un musée ouvert gratuitement plusieurs semaines par an, il y a encore des gens qui n'y ont pas mis les pieds. Et de se dire que bien qu'on ait un réseau de médiathèques, c'est exceptionnel, 4 médiathèques sur un territoire de moins de 200 000 habitants, c'est exceptionnel. Mais il y a encore des gens qui pensent que rentrer dans la médiathèque, c'est pour aller chercher des vieux grimoires. C'est la raison pour laquelle notre stratégie, c'est de partager. Et dans le partage, bien, je pense que Fabienne est là pour l'attester, on pourrait mettre le théâtre à l'intérieur de l'école. Parce que quand on utilise des mots, ben, on efface les mots, M-A-U-X, et donc que l'expression est une forme de convivialité et que si on échange les mots, on n'échange pas les coups. Et puis, bien entendu, il y a eu un petit déclic, et le déclic, c'est Sébastien Amar, m'avait convaincu avec Jonathan de faire de la musique contemporaine au Fort Carré. On leur a fait confiance et ça a été un immense succès que les Nuits Carrées. Puis ensuite, et on continue à faire confiance, on s'est aperçu que Couleur d'automne a été un succès de rassemblement et de réconciliation. Dans une période de Covid, on a vu que ce qui aurait pu paraître pour, on va dire, les plus anciens, les plus conservateurs, un badigeonnage des murs est apparu au contraire comme une lumière sur les murs, de la couleur sur les murs. Et qu'on a réconcilié les générations du pop art et de l'art urbain avec celles qui aiment les choses bien faites et bien belles. Et donc, tout ça fait qu'on était en réflexion quand tout d'un coup on nous dit « Et vous ne voulez pas postuler à la candidature d'eux ?» Et donc, j'ai un peu une façon de dire « De toute façon, on a déjà gagné. » Voilà. Soit on gagne, soit on gagne. Voilà. Voilà les deux alternatives qui sont à nous. Soit on gagne avec une récompense nationale, soit on gagne sans la récompense nationale. Mais au moins, la récompense et la perspective d'une récompense nationale ou d'une labellisation nationale va nous obliger à accélérer ce qui est déjà en œuvre et qui doit faire de la ville d'Antibes Jean Lépin une ville d'art et de culture, une ville de passion et une ville d'échange. Voilà tous les éléments que je voulais évoquer devant vous, en sachant bien sûr que dans la Bible, il y a écrit à un moment donné que Adam connut Ève, voilà, et qu'on n'aime que ce qu'on connaît, et que plus on connaît quelque chose, plus on l'aime. C'est l'inverse de l'amour courtois, de l'amour passion, mais la connaissance, c'est un élément majeur dans l'initiation à la culture et à l'art. Et c'est la raison pour laquelle le volet éducatif est un volet majeur. Hassan le porte avec Yves, et c'est un élément majeur parce que si on a vu du Picasso quand on était enfant, comme c'est le cas à la ville d'Antibes, si on est allé au théâtre, qu'on a eu une représentation de théâtre sur la vie de Maupassant avec Sélarié, comme ça a été diffusé récemment, eh bien, Maupassant et Picasso deviennent familiers. Ce sont des amis que je côtoie et ce n'est pas quelque chose qui est de l'autre côté du mur de la culture. Voilà ce que je voulais vous dire et on va lancer un tout petit film et puis ensuite on va passer la parole aux acteurs qui vont rentrer un tout petit peu plus dans le projet culturel qui, labellisation ou pas, fera que la ville d'Antibes Jean Lépin sera une ville d'art et de culture. Et après, vous savez, il y a un joli dessin de Snoopy que je cite souvent. Sur le premier, il dort sur le toit de sa niche et il dit « Gagner ou perdre, ça n'a aucune importance ». Ensuite, il y a un point d'interrogation sur la deuxième image et sur la troisième image, il y a écrit « Surtout quand on gagne ». Voilà. Et donc, on est quand même parti pour gagner. Merci.
Merci. Donc, vous l'avez bien compris. J'ai oublié le dernier verbe, c'était transmettre. Donc, protéger, innover, partager, transmettre. Et donc, je vais céder la parole à celui qui connaît ça mieux que personne, qui est le maître des lieux, à mon ami Daniel Benoît. Tu prends l'autre. Ça te permet de m'interrompre à n'importe quel moment. Je suis très content de voir autant de monde dans cette salle. Ça fait depuis le 9 octobre que j'en ai pas vu autant. Donc, merci déjà pour cette vision-là. Mais c'est exactement le contraire, bien évidemment, que l'on voudrait faire pour la capitale culturelle en France en 2022. C'est-à-dire, c'est pas ici que ça va se passer, mais c'est plutôt à l'extérieur. À l'extérieur, en même temps, qu'on partirait d'un spectacle qui est le spectacle Monte Cristo, qui sera créé en janvier 22, adapté donc d'Alexandre Dumas. Et dans ce spectacle, on va essayer, enfin, pas moi, Paulo Correa et Gaël Bogossian vont faire appel en fait à la population d'Antibes, et surtout au conservatoire, bien sûr, pour faire dialoguer, dans le fond, les comédiens qui sont sur scène avec les personnages qui seront représentés donc par ces gens, ces habitants d'Antibes et les élèves du conservatoire. Ce sera donc une sorte de retour différent de la population d'Antibes dans cette salle. Retour différent parce que ce sera dans leur contexte qu'on les prendra. Et bien évidemment, on les ramènera ici, dans ce spectacle Monte Cristo. Bien évidemment, Gaël Bogossian et Paulo Correa qui sont là pourraient en parler mieux que moi, mais comme il y a beaucoup de monde, on va essayer de s'arrêter là. Et puis je voulais dire aussi que 2022, c'est le 400e anniversaire de la naissance de Molière. C'est pas rien. C'est quand même l'auteur le plus important de la littérature française, théâtrale. Et donc, on va être dans cette année 2022. Et je pensais qu'en dehors d'un spectacle itinérant sur Molière qui passera dans les établissements scolaires, comme c'était le cas cette année pour La Fontaine, dont c'est le 400e anniversaire de la naissance en 2021, pour Molière, on voudrait aller un tout petit peu plus loin et dire que on voudrait faire travailler dans le fond tous les élèves de cette ville d'Antibes, Jean Lépin, les faire travailler un peu sur Molière. Et donc on se proposera d'aller dans tous les établissements scolaires pour faire plusieurs séances avec des élèves qui joueraient et travailleraient Molière, même si ce n'est pas du tout dans leur habitude de suivre des cours de théâtre. Voilà ce que Antea pourrait faire donc, pour 2022 et cette capitale culturelle que j'appelle de mes voeux. Merci Daniel et bravo pour avoir innové dans une période dans laquelle malheureusement les théâtres sont fermés, mais où on a, grâce à ton initiative, réussi à faire sur cette scène une représentation théâtrale retransmise par Internet sur les abonnés et sur les scolaires. Je passe la parole à Jean-Louis Andral sur un de notre phare de patrimoine et d'innovation. Quand même, il fallait un tout petit peu innover pour aller envahir le château Grimaldi par un artiste de rupture permanente qui était Picasso. On pense toujours que l'audace n'est que de cette génération et de ce temps et de ce siècle. L'audace en culture est inhérente à la culture. Et donc, Musée Picasso, Jean-Louis Andral. Merci, monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, dans le cadre de ce très beau projet qu'a évoqué monsieur Leonetti,
le musée Picasso essaiera de prendre une part importante avec un programme qui va travailler les axes que Monsieur le maire vient d'évoquer. Un musée, qu'est-ce que c'est? Ben, vous le savez, il y a plusieurs définitions d'un musée. La plus basique, la plus simple, la plus essentielle, c'est une collection. Une collection avec des caractéristiques particulières. Il se trouve qu'à Antibes, on a un musée et on a aussi un artiste de référence qui a donné son nom en 1966 à ce musée, donc c'est un musée Picasso, qui a été le premier musée monographique consacré à cet artiste en France, que Picasso a connu, que Picasso a aimé, que Picasso a enrichi régulièrement par des dépôts successifs. Et donc on a cette collection qui est bien sûr marquée par la présence de Picasso, mais il y a d'autres artistes de référence, vous les connaissez, chronologiquement il y a Nicolas de Staël, qui est arrivé en 54 et qui a une exposition posthume en 55. On a régulièrement une salle Nicolas de Staël au musée. On a aussi Germaine Richier, dont on a célébré le 60e anniversaire de la naissance en 2019. C'était même la dernière exposition que le musée Picasso a pu montrer, puisqu'elle s'est terminée en janvier 2020, quelques semaines avant le premier confinement. Et puis, plus récemment, Hans Hartung et Anna Eva Bergman, qui sont arrivés donc par une donation de la fondation Hartung-Bergman à Antibes. Donc ça, ce sont les grands phares de cette collection. Et nous alternons, vous le savez, des expositions temporaires dont on a essayé, quand je suis arrivé ici il y a un certain temps, ou un temps certain, comme vous voudrez, j'ai proposé à Monsieur le maire de ne pas forcément faire les grands événements temporaires en été, partant du principe que de toute manière, il y avait un public pour Picasso, qui était un public essentiellement, on va dire, d'été, touristique, et qu'il valait mieux faire des événements pour casser un petit peu de cette saisonnalité d'Antibes, donc je crois que c'est un des axes aussi du programme Capital Culturel, avec des événements en automne ou au printemps. Et entre ces événements temporaires, j'organise depuis longtemps des présentations de la collection, avec un cycle que j'ai intitulé « Chemin de traverse », c'est assez clair. Chemin de traverse, ce n'est pas les sentiers battus, c'est donc l'idée, si vous voulez, c'est de montrer à côté de ces artistes de référence, des œuvres d'artistes qui font partie intégrante de la collection du musée, qui sont peut-être moins connus, les artistes, et donc du coup les œuvres aussi, et donc d'essayer de mettre des petits coups de projecteur comme ça sur quelques œuvres et quelques artistes que nous avons dans la collection, qui est une collection évidemment qui n'est pas en termes de quantité comparable à d'autres musées, mais en termes de qualité, avec des œuvres vraiment très intéressantes, souvent consécutives d'ailleurs à des dons d'artistes, à la suite des expositions que les différents conservateurs, et en particulier Edord de la Souchère, qu'on ne citera jamais assez comme étant le génial inventeur de ce lieu, eh bien ces artistes sont présents dans la collection. Donc l'idée pour ce projet, c'est de se dire, on va faire un chemin de traverse qui va être le chemin de traverse des Antibois. Pourquoi ? Parce qu'on va faire un projet innovant qui va consister à mettre en ligne un certain nombre d'œuvres de la collection, de manière à ce que les Antibois, la population, puissent les connaître, s'ils ne les connaissent pas, s'ils ne les ont pas vues dans d'autres accrochages, ou même des œuvres qui n'ont pas été montrées depuis très longtemps. Et puis on va leur demander de s'exprimer, d'exprimer leur choix. Donc en fait, vous voyez qu'il y a là une implication réelle de la population qui va pouvoir, si elle le souhaite, s'approprier cette collection et donc s'impliquer dans le choix. Et donc on fera début 2022, à partir de ce retour, les œuvres majoritaires seront intégrées dans ce chemin de traverse qui rendra compte, si vous voulez, un petit peu aussi de ce que les Antibois, la population d'Antibes-Juan-les-Pins, avaient envie de voir dans la collection du musée Picasso. Voilà, donc vous voyez, c'est un projet à la fois innovant, c'est un projet d'implication de l'habitant, c'est un projet de transmission, évidemment, de cette connaissance de l'œuvre, des artistes qui sont dans les collections, c'est un projet aussi de préservation, parce que quand on est acteur d'une conservation, eh bien on participe à la préserver, et c'est très important. Une collection, qu'est-ce que c'est ? C'est un patrimoine. Un patrimoine, c'est un bien commun, et c'est un bien commun à partager. C'est la démarche que nous entamons avec ce projet, donc le chemin de traverse des Antibois. Merci. Merci Jean-Louis. Alors, je l'ai dit au début, on aurait pu faire qu'une scène et puis se mettre tous autour de la table, tant il y a d'acteurs à l'intérieur de ce côté-là que de ce côté-là. Il y a bien sûr un tissu associatif qui est riche, qui fait des festivals, qui anime le théâtre, Antibéa, la Marguerite, et donc de manière à Fabienne de venir s'exprimer sur cette scène, parce qu'elle est venue, elle pourrait se contenter d'avoir son théâtre tel qu'il est, mais un jour un peu avant les autres. C'est toujours embêtant d'être un peu avant les autres, parce que
vous passez inaperçu. Un peu avant les autres, elle a créé un festival d'art féminin par les femmes, pour les femmes, et pour tous en réalité. Et puis ensuite, elle est venue avec une idée, et je vais la lui laisser s'exprimer sur ce sujet, d'installer une troupe de théâtre à l'intérieur d'une école, pour faire en sorte que ces jeunes comprennent ce que c'est que de se tenir, de s'exprimer, de se parler, et en même temps de voir que le monde irréel du théâtre est un monde particulièrement réel. Fabienne Candela. Oui, c'est moi. Bravo. Allez, bonjour. Alors oui, Juan-Gare, c'est un quartier un petit peu isolé. Et on avait envie de prendre des gamins directement dans l'école, de leur faire du théâtre et tout ce qui va autour, un peu les arts plastiques, un peu la danse, un peu du mime, un peu du masque, de la musique, et en même temps d'impliquer leurs parents, les grands-parents, les aînés, les gens du quartier. Donc il y aurait des cours de théâtre, il y aurait un petit atelier bricolage, pour faire un castelet, pour faire des décors, un atelier couture, et comme ça, une fois par semaine, les gamins se retrouveraient dans ce lieu avec les parents, avec les cousins, avec les cousines, avec les seniors aussi, parce que on aime bien mélanger les générations. Et tout ça, en même temps, on ferait une espèce de reportage photo et on donnerait à toutes les personnes du quartier un petit fascicule, une petite BD, un petit roman photo qui raconterait cette histoire-là. Et puis, il y aurait même de la cuisine, parce que des fois, on mangerait ensemble. Voilà. Quand on pourra. Pardon ? Quand on pourra manger ensemble. Mais oui, plus tard, demain. Et puis après, il y avait aussi l'autre projet qui était de faire une visite guidée du vieil Antibes, mais un peu particulière, dans laquelle c'est Vauban qui débarquerait et puis qui viendrait voir comment tout se passe sur Antibes. Donc il y aurait les comédiens de la Marguerite et en même temps, il découvrirait ce que c'est qu'un coiffeur, il va rencontrer Picasso, il va rencontrer Nicolas de Stel, il va rencontrer Maupassant, toutes les figures antiboises, et puis il va aussi croiser des gens qui font que Antibes est une ville où tout le monde se connaît, où tout le monde s'aime bien. Donc, il va peut-être rencontrer des gens qui sont parmi vous dans la salle. Voilà. Merci voilà. Fabienne. Merci. Et bravo. Alors, il y a eu un choix au départ qui était un choix antibois, c'était de construire une médiathèque. Et puis, au milieu de la construction de la médiathèque, la communauté d'agglomération s'est mise en place. Et donc, la ville d'Antibes, dans son immense générosité, a fait don du bâtiment à la communauté d'agglomération et à son président. Et le succès de la médiathèque d'Antibes a fait que très rapidement, sur la zone de Sophia Antipolis, l'ensemble des élus ont dit il en faut une aussi à cet endroit-là. Et donc, on en a construit une autre. Et puis ensuite, voyant le succès populaire de la médiathèque, de Valbonne et d'Antibes, eh bien, les villes de Biot et les villes de Villeneuve-Loubet ont réclamé aussi des médiathèques. Alors, d'habitude, on fait une médiathèque, un gros machin, en plein milieu, centralité, organisation. Et puis, nous, on a fait un réseau. Voilà. Et c'est intéressant aussi de travailler la culture en réseau plutôt que de la travailler de manière pyramidale. Généralement, de manière pyramidale, ça ne marche pas. Et généralement, ceux qui veulent absolument la culture de manière pyramidale aboutissent à des régimes totalitaires. Donc on continue à plutôt être vers la diversité, la confiance et le réseau. Et donc je donne bien entendu la parole à M. Scalam, qui est le directeur général de l'ensemble des médiathèques de la communauté d'agglomération. Merci Monsieur le maire, bonjour à tous. Effectivement, les médiathèques sont populaires. Une enquête nationale a montré que la médiathèque était le service public préféré des Français. Et cette popularité, on la retrouve au niveau du réseau des médiathèques d'Antibes. Alors on pourrait citer quelques chiffres qui montrent cette popularité, plus de 2 millions de pages visitées sur le site internet, 800 000 personnes qui chaque année franchissent le seuil des médiathèques. On a plus de 440 000 documents qui chaque année sont empruntés et circulent dans les foyers du territoire. 30 000 inscrits, fidèles inscrits.
Cette popularité a fait que naturellement le réseau des médiathèques a proposé des projets pour l'ambition de capitale, Antibes capitale de la culture, puisque c'est un projet qui véhicule une ambition forte de culture populaire au sens du partage le plus large possible. Donc il y a deux projets principaux, l'un qui est une médiathèque itinérante, l'idée étant d'aller au-devant des habitants à travers un dispositif léger, mobile, connecté, qui permet de déployer une médiathèque de 100 mètres carrés à peu près en une trentaine de minutes sur les lieux de vie du territoire, que ce soit au cœur des quartiers, aux abords des marchés, éventuellement près des établissements sportifs ou au moment de manifestations culturelles ou sportives qui scandent un peu la vie de la cité. Donc ce projet a pour objectif de pouvoir renouveler et étendre les modalités d'accès à la lecture, mais aussi à l'information et à la connaissance. Et le deuxième projet est un projet qui donne la parole aux habitants et qui travaille sur ce qu'on appelle le patrimoine immatériel. L'idée étant de sensibiliser de manière ludique la population à l'importance de partager une mémoire collective, et un dispositif, un studio d'enregistrement mobile permettrait de récolter la parole des habitants et de constituer cette mémoire en faisant des habitants des coproducteurs des archives et de permettre de collecter un petit peu ce qui fait la culture locale, que ce soit à travers les contes, les chansonnettes qui sont partagées, que ce soit à travers l'histoire de la cité, puisque l'histoire n'est pas que dans les murs, elle est aussi dans les habitants et la mémoire des habitants, et également partager des savoirs, des savoir-faire à travers l'artisanat ou des corps de métier spécifiques. Donc voilà la modeste contribution du réseau des médiathèques et des archives municipales à cette ambition d'envergure de capitale, Antibes capitale de la culture. Merci, effectivement, modeste et ambitieux. Je vais pour clôturer cette petite présentation en m'excusant une fois de plus pour tous les acteurs qui participent à la vie culturelle de la ville et qui ne prennent pas la parole ici, mais qui peuvent venir enrichir le projet autour des 4 verbes qu'on a utilisés et sur l'idée d'un nouveau regard. Je vais bien sûr céder la parole à Sébastien Amar. Sébastien Amar, les Nuits Carrées, la School, les couleurs d'automne et plus si affinité. Donc, Sébastien, je te cède la parole. Bonjour à toutes et tous, c'est un vrai plaisir de participer à cette concertation et cette dynamique vraiment de réfléchir notre culture aujourd'hui autrement. Lorsqu'on a créé le Festival Nuits Carrées en 2007 au pied du Fort Carré, c'était une formidable occasion de mettre un coup de projecteur aussi sur un élément de patrimoine fort qui était le Fort Carré. On a accueilli beaucoup de public aux Nuits Carrées qui ne s'étaient jamais approchés du Fort Carré de si près, et si les Nuits Carrées ont permis ça, c'est une grande réussite. Cet événement a été créé en 2007 pour mixer les publics. Avec Monsieur le maire, on n'avait pas envie de faire un gros festival de musique actuelle qui allait grossir, qui allait être gourmand pour devenir la grosse machine de festival. On a toujours essayé de faire mieux et chaque année de l'emmener ailleurs et autrement, et au travers des années, pratiquement 15 années d'existence du festival. On a passé plusieurs années au sein de la Fondation Hartung Bergman avec des résidences d'artistes, travaillé avec le réseau de lecture publique de la communauté d'agglomération pour les 4 saisons de découverte Nuits Carrées, avec le théâtre Antea bien évidemment pour les Nuits Carrées sur le toit d'Antea. Et c'est au travers de toutes ces actions qu'on s'est rendu compte du sens de notre travail qu'on faisait au Fort Carré, et que l'enjeu n'était pas de grossir, mais de faire grandir l'histoire qu'on racontait auprès des gens et tout au long de l'année, en dehors de ces 3 jours de vitrine et de rassemblement dans un événement comme le Festival Nuits Carrées. Ensuite, en 2018, on a commencé, après être allé hors les murs du Fort Carré, on a commencé à aller sur les murs de la ville avec les premières initiatives d'art urbain sur lesquelles on s'interrogeait, sur le retour des populations, et on s'est rendu compte aussi d'un autre rôle
pour une structure comme l'association Label Note, dans son rapport au public, aux habitants, à la population qu'on ne connaissait pas forcément, de ce rôle qu'on pouvait avoir en participant à la transformation de l'environnement urbain et de créer cette relation comme ça horizontale avec les publics qui passent tout d'un coup devant une œuvre à laquelle ils ne s'attendaient pas et avec qui on pouvait débattre parce que l'art dans la rue sert bien évidemment à débattre et en aucun cas à imposer une image des artistes et des œuvres d'art. Et ensuite on est allé dans des murs, ceux de l'ancienne école de la Croix-Rouge, qu'on a eu le plaisir de réhabiliter pour donner naissance à ce qu'on a appelé un incubateur d'initiatives culturelles innovantes, la School, un centre d'art urbain et musical qui rassemble à la fois un lieu de diffusion, un lieu de création, une école de musique et d'art graphique absolument extraordinaire qui accueille aujourd'hui près de 200 élèves. Et on est reparti de cette incubation pour repartir sur les murs de la ville et en dehors de ces murs de la School pour donner naissance à ce festival Couleurs d'automne qui a dépassé toutes nos attentes en matière d'adhésion de la population et des habitants. Tous les ateliers qui ont été menés au travers de cet événement, c'était pas juste faire une programmation de tête d'affiche qui allait faire des super murs de qualité, mais c'était surtout aller à la rencontre des gens et recueillir ces témoignages sur la transformation de leur environnement urbain. Et j'ai jamais autant entendu les gens me parler de « merci pour ma ville ». Il y avait une réappropriation vraiment dans cette crise que nous traversons. C'est un immense plaisir de sentir cette réappropriation de sa propre ville, de sa cité, par l'intervention de tous ces artistes formidables qui ont fait le festival Couleurs d'automne. On continue à se projeter dans toutes ces idées au travers de cette formidable occasion du label Capitale Française de la Culture, auquel j'ai eu un vrai plaisir de participer depuis le départ, en se disant que Couleurs d'automne et les Nuits Carrées doivent continuer à aller en dehors et du centre-ville, du cœur de ville, et en dehors des murs du Fort Carré pour aller dans d'autres quartiers, pour aller dans d'autres secteurs, pour aller dans d'autres cœurs d'habitants. On réfléchit beaucoup dans le cadre de ce projet à installer des vrais dispositifs Couleurs d'automne dans les quartiers de La Fontaine, dans les quartiers des Samboules, vraiment essayer d'irriguer au maximum notre travail, qu'il soit musical et graphique. Ça va être notre contribution à cette belle aventure qui nous fait tous nous remettre en question chacun pour transformer la culture de tous et pour tous. Voilà, je vous remercie beaucoup et merci pour votre confiance. Merci à tous. Écoutez, généralement, on passe au stade des questions. Hein, et donc, je vous propose de proposer la première. Hein, la plus difficile, donc si vous voulez poser immédiatement la seconde, elle est généralement plus facile. Un baladeur. Ah ah. On n'aurait jamais dû faire un truc comme ça. Ça favorise pas le... Ça y est. Je voulais pas vous laisser tout seul. Merci, merci. Je vous en prie. Est-ce que tous ces projets ont un budget alloué à part? Comment ça fonctionne en termes financiers? Alors, si on gagne des sous. Voilà, je vais être brutal. Voilà. Et d'ailleurs, dans le concours, il y a le dépôt de candidature avec le projet, c'est fait, ça devait être fait avant le 31 décembre. Il y a une trentaine de villes qui l'ont fait. Et puis ensuite, on subira un grand oral, voilà. Et dans ce grand oral, c'est aussi une des raisons de cette manifestation, on s'alimentera d'autres projets qui peuvent venir du milieu associatif ou citoyen. Et puis ensuite, il y a le million à la clé, hein, mais le million à la clé, au fond, s'il arrive, personne ne rechignera, mais s'il n'arrive pas, on mettra un tout petit peu plus de temps pour le mettre en place.
Mais je ne vais pas dire c'est notre projet, parce qu'il y a tellement de phrases comme ça qui ont été connotées. C'est notre projet, on veut le faire vivre. Il n'est pas figé, il n'est pas établi, et il n'est pas complètement chiffré. Néanmoins, ce projet se mettra en place sur ce mandat. Ensuite, si on a une aide financière, ben, on ira plus vite, on ira plus loin, on ira plus fort. Si on n'a pas d'aide financière, on le fera quand même. Voilà. Et on ira un tout petit peu plus lentement. Voilà. Donc, le problème budgétaire, vous l'avez compris, ce n'est pas une recherche de performance dans lequel on ne dit pas on va construire un bâtiment à côté du musée Picasso, ça va coûter 1 million et on réclame 1 million. C'est un projet transversal. Et ce projet transversal, il pourra être évalué et chiffré à l'intérieur de chaque élément du puzzle. Et chaque élément du puzzle, ben, il bénéficiera bien entendu de l'aide de la commune, de la communauté d'agglomération et peut-être d'autres collectivités ou de l'État sur les différents projets qu'il mènera. Si je réponds encore de manière un peu plus brutale à la question, si on n'a pas, on n'est pas capitale de la culture en lauréat, on fera quand même le projet. Voilà. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Pour la diffusion des œuvres théâtrales, par exemple, on dit qu'on veut donner accès à un plus grand public possible. Est-ce qu'il est envisagé de diffuser un jour en direct sur Internet les représentations qui sont jouées sur la scène, moyennant un abonnement ou un paiement à la séance? Est-ce que c'est un projet qui est envisagé? J'ai mon avis, mais je laisse Daniel, qui à mon avis est du même avis que moi, répondre. Non, je veux dire, on fait actuellement des directs parce que au bout de 10 mois où on a remboursé près de 90 000 places, si on ne changeait pas en 2021, je veux dire, on devenait un peu fou, quoi. Donc l'idée, comme on ne connaît pas la date de réouverture du théâtre, comme visiblement personne ne la connaît, on a dit ben, on ne va pas attendre cette réouverture du théâtre comme ça, et on va essayer une fois par semaine de faire une retransmission en direct du spectacle qui devait avoir lieu ce soir-là, pour les gens qui ont pris dans leur abonnement ce spectacle. Donc, je veux dire, c'est assez complexe, au niveau des droits et tout, bon, mais bon, on a une équipe de 4 caméras, etc. Mais, en même temps, je dis, il faut que ça ne remplace jamais le théâtre. C'est-à-dire que ça ne peut pas remplacer le théâtre, puisque, je veux dire, le contact qu'il peut y avoir entre la scène et la salle est une chose exceptionnelle, unique et éphémère. Et donc, conserver d'une certaine manière cette retransmission serait une catastrophe. C'est pour ça que nous, quand on fait les directs, quand c'est fini, il n'y a aucun replay possible. C'est vraiment, disons, pour créer l'événement qui consiste à dire, voilà, quand même, on va vous montrer ce que vous auriez dû voir normalement, pas dans les meilleures conditions, parce qu'un écran, ce n'est pas les meilleures conditions, de loin, mais voilà, je veux dire, donc, je veux dire, c'est quelque chose qu'on a hâte d'arrêter. Nous, on a juste mis un spectacle pour enfants qu'on a tourné avec une autre compagnie sur le site de la ville pour les gamins, mais c'est vraiment parce que c'est en ce moment. Mais non, le théâtre, c'est le théâtre. Sinon, après, ça s'appelle du cinéma. Voilà. Et pour bien montrer que ce n'était pas la même chose, les abonnés qui ont pu voir sur Internet salariés dans la vie de Maupassant sont aussi susceptibles d'être remboursés de leurs billets. Pour bien faire comprendre qu'on n'est pas en train de substituer un système à un autre, on est en train de pallier une situation dramatique pour la culture française, en particulier sur le spectacle vivant, mais que ça n'est que temporaire et qu'on comprend très bien que ça ne remplace pas. Voilà. Ça ne peut pas être un élément de remplacement. Sinon,
l'immense regret serait qu'à ce moment-là, toute la partie qui est là est inutile. Il aurait suffi de faire une scène et de mettre un studio et des caméras ici, et ça aurait résolu le problème. Donc, c'est une bonne chose. Heureusement qu'on est à l'ère numérique dans la période de la Covid. Hein. Si on n'était pas dans l'ère numérique, on ne pourrait pas échanger, il n'y aurait pas de télé, il n'y aurait pas de transmission, il n'y aurait pas de concertation, et la vie en serait encore plus appauvrie. Pour autant, on aspire à revivre, hein, et à faire revivre cette salle comme toute la culture. Alors il y a des cultures qui souffrent plus ou moins. Bon, il y a musée fermé, hein, musée fermé, enfin je ne vais pas rentrer dans la polémique parce que sinon je m'énerve. Musée fermé, centre commercial ouvert. Il y a un moment où peut-être il faudra avoir une cohérence qui explique les choses sur le plan sanitaire et qui nous permette de continuer simplement à créer la confiance et l'espérance. Voilà. Alors je comprends bien que c'est difficile dans la période actuelle de donner des dates, de donner des situations, mais regardez là. Hein, vous êtes dans cette salle dans des conditions qui sont les conditions de sécurité imposées. On aurait pu imaginer que dans les mêmes conditions, il y ait une représentation. Et donc, il y a une petite contradiction entre le fait de dire si on fait un rassemblement de personnes à distance, c'est possible avec le masque et avec la distance des fauteuils vides, mais si on fait une représentation ici dans les mêmes conditions, c'est pas possible. Il y a un moment où les Français ont beaucoup de bon sens, hein, c'est la chose au monde la mieux partagée, disait Descartes, et donc où ils comprennent bien qu'il y a un divorce entre l'un et l'autre. En tout cas, quand salarié que j'ai vu dans un petit coin ici a terminé, on avait envie de se lever et d'applaudir, voilà. Et on était une quinzaine à le faire, et ça n'a pas donné la même puissance émotionnelle et transmission que si ça avait été avec une salle pleine, ce à quoi Daniel nous a malheureusement habitués. Voilà. Bon, ben moi, je fais un appel au peuple. Hein. Au-delà de ces projets, le chemin se fait en marchant. Et donc, on a tous envie de protéger notre patrimoine, on a tous envie de partager, on a tous des rêves d'innovation et on a tous envie de transmettre à nos enfants ce qui est le cœur de la vie, c'est-à-dire la culture. Et donc, chacun d'entre vous peut continuer à faire des propositions, puisque comme je l'ai dit très clairement, c'est le projet de la culture de ce mandat. Bien sûr, je regarderai, je ne vais pas vous raconter d'histoire, avec intérêt, si le nombre d'abonnés à la fin de la Covid réaugmente, et Daniel le regardera avec moi. Bien sûr, on regardera si la nouvelle exposition qui se fait à l'automne au musée Picasso, elle connaît un succès, comme on dit, ou si elle n'en connaît pas. Mais bien sûr, je regarderai si les médiathèques sont vides, ou au contraire, si elles se remplissent. Et puis, j'interrogerai du regard et les gens qui regarderont l'art urbain ou le street art sur la ville. Mais ce qui me paraît très important et que nous portons avec Simone, c'est une idée qui s'appelle un nouveau regard. Donc portons un nouveau regard. On ne sort jamais des situations de tragédie ou de drame indemnes. Et on n'en sort jamais tout à fait identique à ce qu'il y avait avant. Donc il y a beaucoup de gens, et j'en suis, qui disent quand est-ce que la vie d'avant reprend. Voilà. Mais en même temps, on se dit, la vie d'avant, ça ne sera pas tout à fait la même vie que celle que nous avions avant. Et peut-être cet électrochoc, ce catalyseur, peut nous amener à porter un nouveau regard sur nos vies, sur nos échanges, sur la façon que nous avons d'exister, de transmettre, d'aimer. Et donc, ce projet, c'est un projet culturel. Mais moi, je souhaite que ce projet soit un projet de ville. Voilà, un projet de ville et un projet de vie. On commence par la culture, parce que c'est toujours par là qu'il faut commencer. Et j'espère que cette idée-là, qui est « et demain, si c'était mieux qu'avant »,
plutôt que d'entendre à longueur de journée « c'était mieux avant ». Jean Gérard, qui est chargé, le pauvre, d'organiser les conférences et qui est partie prenante, dit c'était mieux demain. Voilà. Eh bien, peut-être que ça aurait pu s'appeler c'était mieux demain. Et demain, eh bien, ça s'invente ensemble. Et dans une ville comme la nôtre, qui a des capacités fortes, eh bien, il faut qu'on invente demain en disant c'était mieux demain, ou porter un nouveau regard. Voilà. Et donc, essayons d'avoir un nouveau regard ensemble. Et si on arrivait à regarder tous dans la même direction, ça serait génial. Merci à vous tous et merci à vous tous d'avoir, après une longue période, rempli très partiellement, mais avec grande joie, ce théâtre. Bonne journée à tous et bonne année à la culture.